Catherine, bonjour Lydie, bonjour aux derniers arrivants. Donc comme je le disais à tout le monde en entrée, le webinaire va durer à peu près 25 minutes. On se laissera un petit peu de temps pour répondre à des questions, si vous en avez. Dans la mesure du possible, j'essaierai de répondre à vos questions au fur et à mesure, si elles sont assez courtes à répondre, pour ne pas perdre le fil conducteur du webinaire. Sinon, si elles sont un petit peu plus longues, parce qu'un peu plus conséquentes dans la réponse, je les garderai pour la fin directement. Alors, le son est brouillé, est-ce normal? Non, ce n'est pas normal. Là, je ne sais pas, peut-être un manque de débit, c'est possible, si vous entendez un petit peu le son. Pour les autres, le son est convenable, est correct? Oui, donc c'est peut-être un défaut de débit. Peut-être ce que je peux vous conseiller, Henri, c'est de couper la partie caméra, qui prend aussi pas mal de débit, comme ça vous aurez le son et le PowerPoint. Normalement, ça devrait être mieux et ça devrait redonner du débit sur le son, ce qui est le plus important ici dans ce webinaire. Voilà, merci Adeline. En effet, en figeant l'image, j'espère que ça fonctionnera mieux et que ça donnera plus d'éléments. Ok, donc ce que je vous propose, il est 15h02, on va démarrer le webinaire. S'il y en a qui ont des soucis, n'hésitez pas, dites-moi et dites-le nous, on essaiera de corriger dans le chat directement. Adeline de Webikeo est là pour m'aider là-dessus. Donc aujourd'hui, le thème de ce webinaire, c'est tout simplement les meilleurs indicateurs en satisfaction. Pour me présenter très rapidement, je suis Johan Duranton, je suis directeur commercial chez Vocasa. Et donc, on va passer ces 30 prochaines minutes ensemble pour vous expliquer un petit peu les différents indicateurs que l'on peut travailler et que l'on peut produire en satisfaction. Très rapidement, pour présenter Vocasa, donc Vocasa, c'est notre métier, c'est tout simplement d'être un éditeur de solutions logicielles pour réaliser des enquêtes et ce qu'on appelle de l'écoute à base de questionnaires. Je vais faire très rapide, on a 12 ans d'expérience et on a plus de 1000 clients sur différents secteurs. On va démarrer directement la présentation par comprendre ce qu'est finalement un indicateur d'un point de vue global, d'un point de vue plus macro, avant de rentrer ensuite dans le détail sur ce qu'est un indicateur en satisfaction. Donc dans le monde de l'entreprise, il existe de nombreux indicateurs, ce qu'on appelle aussi les KPI. Quelques exemples, l'estimation de la réussite d'un projet, le nombre de problèmes résolus, les ressources allouées, l'acquisition de prospects, le taux de transformation client, tout ce genre de choses peuvent être des indicateurs. Leur dénominateur commun, c'est d'être des outils d'aide à la décision. Ils permettent de définir et d'observer l'évolution d'une stratégie de l'entreprise. Ce que l'on retient, nous, de notre côté, c'est qu'un bon KPI doit servir des objectifs organisationnels d'une entreprise. Et dans ce webinaire, on va surtout s'intéresser aux indicateurs qui sont liés à la satisfaction. Pourquoi mettre en place des KPI dans une entreprise? L'objectif, c'est de mesurer des progrès réalisés ou à atteindre. Le plus difficile, c'est souvent de déterminer lesquels auront de la pertinence sans trop les multiplier. En effet, quand on a trop de KPI, on n'arrive pas à s'en sortir. Par exemple, si on avait une entreprise qui finissait par avoir sans indicateur ou autre, ça devient très difficile à suivre, sauf si évidemment on est dans une activité très complexe, comme peut être l'aéronautique ou des choses comme ça. Mais dans une entreprise plus classique, on peut estimer que 10 à 30 indicateurs suffisent largement pour piloter l'entreprise d'un point de vue général. Ensuite, donc, pourquoi les mettre en place? Ça permet d'accélérer les prises de décision en se basant sur des informations réelles. Ça permet de réduire les risques de mauvais choix. En effet, on a toujours l'attitude, notamment dans les PME, l'attitude de l'instinct du self-made, où on se dit que ça ne suffit plus aujourd'hui, même dans des PME. L'idée, c'est aussi de pouvoir favoriser le travail en équipe en partageant ses objectifs et en étant capable de les mesurer. Donc ça permet généralement d'animer les réunions de service et les réunions d'entreprise également. Enfin, ça permet de mettre en valeur la performance vis-à-vis de la stratégie. Dans une entreprise, on définit une stratégie, on mesure les performances. Quand les deux sont en adéquation, évidemment, ça permet de les mettre en valeur. Le tout, c'est tout simplement quelque chose qui est indispensable pour aider les entrepreneurs à avoir une vision précise de leur activité, de leur entreprise, dans un monde où tout va toujours plus vite, de plus en plus. Donc, les KPI, comment on peut les définir et quelles qualités ils doivent avoir? Première qualité essentielle, ils doivent être exploitables par tous, ce qui veut dire qu'ils doivent être simples,
et facilement compréhensibles. Ils doivent être mesurables dans le temps, c'est-à-dire qu'un KPI est censé évoluer, c'est censé être une mesure qui va se mettre à jour quotidiennement, de façon hebdomadaire, de façon mensuelle, en tout cas avec une récurrence. Ils doivent mesurer un objectif réaliste. Les KPI se basent vraiment sur quelque chose de concret, de réel. Et enfin, ils doivent permettre de conduire l'action visant à s'améliorer. Donc quand on a ces quatre qualités, on peut déjà estimer que l'on a bien travaillé son KPI et qu'il va pouvoir être exploité de la meilleure manière qui soit. Ensuite, donc, on va s'attacher à voir évidemment ce qu'est la satisfaction. La satisfaction, pour donner une définition très simple, c'est un sentiment de plaisir ou de déplaisir qui naît de la comparaison entre les attentes préalables et une expérience de consommation. Donc ça, c'est ce que l'on appelle la satisfaction. Vous avez tous répondu, je pense, à des enquêtes de satisfaction. Beaucoup d'entre vous, sans doute, aussi en ont produit. Vous connaissez, je pense, cette thématique. Donc la satisfaction, comment on peut la mettre en place dans une entreprise? Quels sont les moyens de la mesurer, de la remonter? On a tout d'abord ce qu'on appelle les études mystères. On a ce qui est le plus connu et ce qui permet le plus souvent de remonter les meilleurs KPI, ce sont les enquêtes. On a également les suivis des sites d'avis, comme TripAdvisor par exemple, sur les avis dans le tourisme, ou d'autres sites de ce type-là, ou vos propres sites qui peuvent être dédiés aux avis, par exemple. Chez Bouygues Télécom, vous pouvez laisser votre avis à n'importe quel moment directement sur leur site web. On a les analyses des réclamations et des incidents, qui peuvent être aussi liés à vos process internes. Et puis on a l'utilisation de panels quand on sort plutôt des nouveaux produits ou des choses de ce type-là. Donc, vos KPI, comment les choisir en satisfaction? Donc, ça doit nécessairement être associé à un objectif précis, ça doit toujours entraîner une décision, et par essence, ça se veut quelque chose de simple, d'aisé à construire, d'aisé à comprendre, et surtout ne jamais essayer de trop le complexifier, parce que ça va rendre le KPI assez souvent inefficace. Donc, ces trois grandes valeurs, facile à construire, facile à collecter, facile à comprendre. Ça nous donnera généralement des bons KPI en satisfaction. On peut aussi s'interroger sur une variable qui est l'impact entre mesurer ces KPI de façon annuelle, par exemple, donc sur une écoute ponctuelle, ou de les analyser en continu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les KPI ou les indicateurs de satisfaction, ils ont une véritable vocation à être mis à jour en permanence. Des KPI construits sur la base d'une écoute ponctuelle, ça pourrait révéler des erreurs ou des biais qui sont assez nombreux. L'idée vraiment des KPI et des indicateurs, c'est de pouvoir les mesurer quotidiennement ou hebdomadairement ou mensuellement, en tout cas de les produire en continu et de les mettre à jour en continu pour leur donner le plus de valeur ajoutée possible. On peut se poser aussi la question de savoir si ça peut être différent quand on met en place des indicateurs de satisfaction vers les clients ou vers les collaborateurs, puisqu'on peut demander aussi bien la satisfaction sur une entreprise en tant que collaborateur ou sur une entreprise en tant que client. Nous, ce que l'on constate, c'est que assez souvent, les KPI peuvent s'adapter assez facilement à cette variable, que l'on soit en tant que client ou salarié. Il faut cependant faire très attention, il y a des indicateurs, dont certains que l'on va voir tout à l'heure, comme le Net Promoter Score, qui ne sont pas faits, par exemple, pour juger un collaborateur, puisqu'ils évoquent d'autres éléments, d'autres sensations, d'autres sentiments. Donc on y reviendra plus tard, mais en tous les cas, c'est une variable qui est intéressante à prendre en compte. Autre élément que l'on peut prendre en compte, c'est est-ce qu'il y a un impact selon si on est sur un marché B2B, donc tourné vers des entreprises, ou B2C, tourné vers un consommateur final. Nous, ce que l'on note, c'est qu'il n'y a pas d'impact notable en termes de KPI sur cette variable-là, sur les indicateurs que je vais vous présenter. Il s'agira plutôt d'impacts liés à un secteur d'activité d'entreprise concernée, voire à des localisations géographiques aussi qui peuvent être importantes. Donc aujourd'hui, après cette première partie d'introduction, on va voir 6 KPI. On va d'abord voir ce qu'on appelle le CSAT. Nous verrons ensuite le Net Promoter Score, puis le NPS, puis donc le CES, donc c'est le Customer Effort Score. On verra ensuite le FCR, le VAR, et ce qu'on appelle le LIS. Donc il n'y a que des acronymes là-dessus, et l'idée de ce webinaire, c'est bien évidemment de les rendre plus accessibles pour tout le monde et de les rendre compréhensibles pour tous au maximum.
Premier KPI et indicateur que l'on va regarder, c'est le CSAT. C'est l'indicateur le plus répandu puisque c'est aussi l'un des plus faciles à construire historiquement. Pour en donner une définition, c'est l'indicateur de satisfaction qui va vous permettre de mesurer le degré auquel un produit ou un service est en adéquation avec les attentes d'un client. Donc quand on dit client, ça peut toujours être client interne ou client externe, bien sûr. Donc comment on le construit? On le construit avec une simple question: quel est votre niveau de satisfaction? On va pouvoir mesurer ici un service, un produit, une marque, par exemple. On va pouvoir utiliser une échelle de type très satisfait, satisfait, insatisfait et très insatisfait. Les pondérations que l'on va pouvoir mettre là-dessus, derrière ces critères, donc de très satisfait, satisfait, etc., ça va pouvoir être une note en échelle de 0 à 10 ou de 0 à 100, par exemple. Alors j'ai une question, pouvez-vous traduire les acronymes? Donc CSAT, c'est en effet pour la satisfaction. Donc celui-ci n'est pas complètement un acronyme, les autres le sont, et en effet ils seront tous traduits, je vous rassure Henri, il n'y a pas de souci. Le calcul du CSAT, il est très très simple, c'est l'addition des très satisfaits avec l'addition des satisfaits. Ce qui vous donne, par exemple, on le voit souvent dans les publicités, etc., 96% de nos clients sont satisfaits, ça vient du CSAT en général. Donc comment on va le lire et comment on va l'interpréter? Sa grosse valeur ajoutée, comme il est facile à comprendre, c'est dans la communication vers l'extérieur. Généralement, on va s'en servir pour communiquer vers l'extérieur et pour donner des informations, voire pour faire de la publicité, très concrètement. Sa faiblesse, par contre, c'est de lisser la distribution des variations. En effet, comme on inclut dans un seul bloc les très satisfaits et les satisfaits, on peut très bien avoir 90% en CSAT, mais il y a une entreprise ou un groupe ou une agence qui aura 50% de très satisfaits et 40% de satisfaits, alors qu'un autre va avoir 70% de très satisfaits et 20% de satisfaits. Ils ont tous les deux 90% CSAT, néanmoins, il y a une société qui a beaucoup plus de gens très satisfaits, et donc il y a un impact aussi plus important. Ce que l'on peut noter, c'est que certains l'utilisent aussi pour se comparer, mais cela peut être dangereux pour les raisons évoquées précédemment. Parce que se comparer, par exemple, je suis Bouygues Télécom et je veux comparer mon CSAT avec celui d'Orange, je peux le faire bien sûr, mais ça va pouvoir ne pas avoir forcément de valeur pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Globalement, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il permet de définir la satisfaction de vos clients sur un ou plusieurs critères, et le fait de le faire en enquête, en continu notamment, permet de mesurer les évolutions entre cet indicateur et celui qu'on avait eu la semaine d'avant, le mois d'avant, etc. Donc il prend tout son sens dans son évolution. Le NPS. Donc le NPS, donc là comme ça, Henri pourrait vous répondre en effet sur les acronymes, c'est le Net Promoter Score. À chaque fois, ce sont des termes anglo-saxons, je m'en excuse d'avance, mais c'est souvent les Américains qui sont les créateurs de ces concepts. Et en l'occurrence, pour le NPS, c'est le cas, c'est la société Satmetrix qui l'a inventé il y a quelques années. Donc, pour donner la définition, c'est l'indicateur qui permet de mesurer la propension des clients à recommander une marque. Ça part du principe que lorsque nous aimons un produit ou une entreprise particulière, nous aimons le faire savoir et le partager à nos proches. Donc, c'est véritablement un indicateur de recommandation. Comment on le construit? Là encore, c'est très simple et c'est très intéressant pour cela. On pose une seule question. Recommanderiez-vous notre produit, service ou marque à vos amis ou collaborateurs? Et on a une échelle de 0 à 10. Il y a une pondération derrière qui se fait avec un calcul qui est assez intéressant, qui va dire que les gens qui vont vous mettre de 0 à 6 sont des potentiels détracteurs de votre marque ou de votre produit. Les gens qui vont vous mettre la note 7 et 8 sont considérés comme des personnes neutres, et les gens qui vous mettent comme note 9 et 10 sont considérés comme étant des promoteurs potentiels de votre marque. Le calcul derrière, il est très simple, c'est le pourcentage des promoteurs auquel on soustrait le pourcentage des détracteurs, ce qui va nous donner le Net Promoter Score, et c'est un score qui ainsi peut varier de moins 100 jusqu'à plus 100. On va le voir dans la slide d'après pour vous le montrer très concrètement. Donc ici, on a nos promoteurs qui sont sur les notes 9 et 10, nos gens passifs ou neutres qui sont sur les notes 7 et 8, et nos détracteurs potentiels qui sont sur les notes de 0 à 6.
vous expliquer comment interpréter les résultats, me demande Iman. En effet, ça va être la slide d'après, donc c'est parfait, vous me faites la transition. Donc comment le lire et l'interpréter? Le NPS, c'est vraiment c'est l'indicateur à la mode ces dernières années, et c'est un peu son problème, c'est qu'il est parfois mis à toutes les sauces, et ainsi il perd de sa valeur initiale, car on veut essayer de lui faire tout dire, de lui faire tout faire. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que cet indicateur pose une question sur de la recommandation. Donc sa grande force, c'est que, comme vous le voyez ici, il est facile à calculer. Là, on voit un exemple de représentation graphique sur le slide, avec l'indicateur qui va de -100 à +100, et une note de 40,2 sur notre échantillon de 1540 personnes, par exemple. Donc là, ici, on a cette grande force, c'est la simplicité. Ce qui va permettre aussi dans l'interprétation, et ce qui va lui donner une grande valeur, c'est le fait de pouvoir se comparer. Mais attention dans les comparaisons, il ne faut pas aller trop loin dessus, il est très intéressant de se comparer à l'intérieur d'une même entité. Par exemple, je suis la marque Ikea et je veux comparer mes magasins qui sont situés à Paris avec les magasins ou le magasin qui est situé à Marseille et celui de Lyon et celui de Lille par exemple. Je vais pouvoir le faire et ça va avoir du sens. Par contre, si je veux comparer mon NPS Ikea avec le NPS de chez Castorama ou de chez Leroy Merlin ou dans un secteur un petit peu à côté, ça va perdre de son sens et de la valeur. Alors, on me pose une question, Anna, un NPS négatif, cela veut dire quoi pour l'entreprise? Cela veut dire que ça ne se passe pas très bien et qu'il y a des améliorations à apporter d'un point de vue de vos détracteurs. Il va y avoir une réaction à avoir sur les détracteurs. Donc là encore, c'est très bien, vous me faites la transition. Généralement, le NPS, il va aller un petit peu plus loin aussi, puisqu'avec des systèmes d'enquête d'écoute client, on est capable de générer des alertes. Donc ça va déclencher, quand on a notamment un NPS qui va toucher vers le négatif, des alertes aux personnes en charge de gérer les clients, de gérer le retour client, etc. Du coup, grâce à ces alertes, le but, ça va être de réagir sur des gens qui potentiellement sont des détracteurs de votre marque pour les contacter et pour les transformer à minima en neutre ou en passif, et dans le meilleur des cas, en promoteur de votre marque pour faire progresser votre NPS. L'autre faiblesse du NPS, c'est sa volonté d'application un peu universelle. C'est un concept qui a été inventé aux États-Unis, donc dans un système et dans un mode de pensée plutôt anglo-saxon. Il se dit, et force est de constater que c'est un petit peu vrai par rapport aux études que nous on produit tous les jours, qu'en France, on note un petit peu plus durement, en tout cas différemment des anglo-saxons. Je vous donne un exemple assez concret, par exemple à l'école, quand on a 16 sur 20, on a une mention, tout simplement. 16 sur 20, ça veut dire 8 sur 10, traduit en NPS, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de neutre ou de passif. Donc c'est pour ça que certaines entreprises en France ont aggloméré et se sont appropriés le NPS et ont rajouté le 8 comme étant dans les promoteurs. Donc ça dénature un petit peu le sens même du NPS à l'initial, ça dénature aussi sa possibilité derrière de se comparer avec d'autres quand on choisit de l'adapter. Néanmoins, la variable culturelle est importante. Il faut savoir en effet qu'en France, on a tendance à considérer que quand on met 7 ou 8 sur 10, c'est déjà une très bonne note. De mettre 9 et 10, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le modèle anglo-saxon est un petit peu différent de nous là-dessus. Ensuite, donc, comme il s'agit d'une question générique, donc une simple demande sur une recommandation, il est souvent difficile de mettre le doigt sur des leviers d'amélioration. Donc c'est pour ça que nous, on recommande assez souvent d'accompagner le NPS d'une question ouverte, ce qui va pouvoir permettre de donner un petit peu plus de qualitatif à vos analyses. Pour conclure sur le NPS, sa puissance réside véritablement dans sa simplicité, à la fois de mise en place, mais aussi de compréhension. Alors, j'ai une autre question, comment agir sur les neutres si le pourcentage est significatif? Et là, déjà, ce qui va être intéressant dans le NPS, c'est qu'on va savoir qui sont les neutres. Là, il y a deux possibilités, c'est évidemment toujours une question de volume. Si vous avez 50 personnes qui sont neutres, parce que vous avez peu de clients, parce que vous êtes sur une activité B2B, vous pouvez tout simplement les recontacter au téléphone, leur envoyer un mail, etc. Si vous êtes, je ne sais pas moi, Amazon, showroom privé, des grands voyagistes, etc., et que vous avez des bases de 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 personnes, ça va être beaucoup plus difficile. Donc là, il va falloir le faire avec à la fois du marketing, mais à la fois de la relation client établie, voire pourquoi pas des offres promotionnelles
mais c'est toujours un petit peu plus délicat. En tout cas, il y a des leviers à activer qui vont dépendre du volume à traiter. C'est toujours là où est le problème. J'espère que ça vous répond, Nathalie. On va continuer à dérouler toujours sur le NPS avec une question qu'on nous a souvent posée, et c'est un petit peu, ça revient là, dans vos questions sous-jacentes, c'est à partir de combien un NPS est bon. Là encore, chacun se dote de ses propres critères, de ses propres grilles d'analyse, et certains vont se contenter tout simplement d'avoir un NPS positif, et en effet, ça peut déjà être pas mal. L'agence créatrice du NPS, donc Satmetrix, elle a plutôt proposé des traductions liées à un secteur d'activité, parce que par exemple, avoir une note de 5 dans un secteur très difficile, ça peut être très très bien, alors qu'avoir une note de 5 quand on est Apple par exemple, ça peut complètement ne pas suffire évidemment. Il y a aussi une traduction qui se remonte, et donc Satmetrix l'a remonté aussi, qui est selon la zone géographique. Nous, de notre expérience, donc on conduit vraiment beaucoup d'études dans l'année, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a des disparités en effet dans les notations, mais sur la France, avec les milliers d'études qu'on a pu faire, on a pu conclure qu'un bon NPS, donc je parle d'un bon, pas un très bon, un bon NPS se situe au-dessus de 20 sur 100. Quand vous atteignez ça, c'est que déjà vous avez un service de qualité. Quand vous allez au-dessus, et notamment ceux qui vont aller jusqu'à 40 par exemple, là on est sur du niveau d'excellence en général. On va poursuivre avec un autre KPI ou indicateur, c'est le CES, donc le Customer Effort Score. Là, ici, c'est un indicateur véritablement tourné vers le client. Le but, c'est de renseigner sur le niveau d'effort déployé par un consommateur pour entrer en contact avec une marque et combien de temps ou quel effort il a consacré pour obtenir une réponse. Donc sa construction, elle est très simple. C'est une simple question. Quel niveau d'effort avez-vous dû déployer pour que votre demande soit traitée? On a une échelle qui va de 1 à 5. 1 signifiant un niveau d'effort faible, 5 se rapportant à un niveau d'effort élevé. La pondération, elle sera aussi de 1 à 5, et on a un calcul automatique qui, évidemment, se fait aussi de 1 à 5. On va avoir une représentation graphique de ce type-là, donc avec une note de 1 à 5, et ici une représentation de 3,7. Sur des graphiques comme cela, comme des jauges, on peut venir mettre des seuils avec des couleurs. Par exemple, si notre objectif, ici, admettons, il était à 4, on voit qu'on a fait 3,7, ça va se colorier en orange, alors que si on avait fait 4,3, ça se serait colorié en vert directement pour donner un petit peu, pour dire que c'est tout simplement conforme à nos attentes. Donc le but du CES, c'est de donner une vision claire et non pas imaginer sur ce que ressentent véritablement les clients en termes de difficulté pour obtenir des réponses. C'est un indicateur qui prend vraiment son sens à l'heure du digital, puisque en tant qu'entreprise, vous pouvez un jour décider de dire, bon, on arrête le tout papier et on va passer au tout digital, d'un coup d'un seul. Pour certains de vos clients, ça va être très bien, puisque ça va leur faciliter la vie, parce que eux, d'envoyer une lettre où il faut manuscrire, d'aller à la poste pour mettre un timbre, etc., c'était considéré comme une grosse difficulté pour eux. Par contre, si vous passez au tout digital, il y a d'autres personnes qui, si vous devez, à chaque fois que vous faites une procédure, envoyer vos documents en PDF, les prendre en photo avec votre smartphone pour que ça transforme tout ça en PDF et les envoyer dans une application par email, etc., ça va eux aussi pouvoir leur demander un plus gros effort. Et c'est ça ce qui est véritablement intéressant dans la mesure du CES, c'est qu'il est tourné vers le client et vers ses propres considérations et son propre référentiel. Ce qui fait que, par exemple, on va pouvoir l'utiliser notamment pour du prédictif. Par exemple, on va pouvoir considérer que les gens qui font un effort faible sont plus enclins à racheter et à augmenter leurs dépenses chez vous. Donc, comme je disais, c'est l'un des seuls métriques qui est véritablement tourné vers le client. Il n'évalue pas un conseiller, il n'évalue pas un service en lui-même, il évalue l'effort. Et donc cet effort, il est propre à chacun selon ses compétences, selon ses habitudes et selon ses comportements. Donc c'est ça où réside vraiment la force du CES. On va ensuite continuer avec notre quatrième indicateur qui est le FCR. Donc FCR pour First Contact Resolution. Certains l'appellent aussi le First Call Resolution, puisqu'il est né à l'époque plutôt du téléphone et du tout téléphone. C'est un indicateur qui est très utile pour les services clients. On utilise maintenant plutôt le terme contact, il est plus englobant, puisqu'aujourd'hui les services clients ne font pas que du téléphone, ils font aussi du mail, du chat online, etc. Donc c'est plus englobant de ce type dans cette optique-là, et ça a vraiment un objet dans la fidélisation. Il s'intéresse à la performance de vos centres d'appel.
en mesurant leur capacité à répondre à une question client dès le premier appel. Il s'agit vraiment là d'un indicateur plutôt pour les centres de contact et il est difficile de l'adapter autrement. Comment le construire? C'est une simple question qui peut avoir différentes tournures évidemment. Avons-nous résolu votre problème lors du premier appel? Ou avez-vous eu besoin de nous contacter plus d'une fois pour résoudre votre demande? Une simple réponse oui ou non, ça nous donne un taux de résolution que l'on peut exprimer très facilement suite à une enquête. Donc ça peut s'adapter sur, par exemple, des demandes liées à un site web, des demandes liées à du chat online, des demandes suite de traitement email et bien entendu les appels téléphoniques également. Comment le lire et l'interpréter? C'est un indicateur qui peut se lire de deux façons, soit à vocation liée à la qualité, soit à vocation liée à la rentabilité. Comme indicateur de qualité, ça donne un score sur la performance de votre centre de contact en mesurant la capacité à répondre dès le premier appel. Ça contribue bien sûr à l'évaluation de votre relation client et c'est un outil qui est utilisé là, ici dans une optique de fidélisation du client. L'idée, c'est que plus vous arriverez à résoudre rapidement et efficacement les problèmes rencontrés par vos clients, plus vous les contenterez et moins ils iront voir la concurrence. Dans une optique de rentabilité, là, ça va être un indicateur pour mesurer plutôt la performance et ça va contribuer à la baisse des coûts pour l'entreprise. Quand on mesure ce genre d'indicateur, est-ce que nous, on est capable de répondre dès le premier appel, ça va découler sur des notions de rentabilité, de productivité de chaque poste d'appel directement, avec un taux de résolution au premier appel, par collaborateur, par téléopérateur, etc. Donc là, sur ce genre d'indicateur-là, on peut descendre sur des niveaux très très fins. Donc ainsi, ça nous donne la rentabilité de chaque poste et ça va toucher à des notions de management, de compétences des employés, etc. Donc c'est un indicateur qui peut aller très très loin de ce point de vue-là et qui peut être très intéressant là-dessus. On va ensuite voir le cinquième indicateur. Celui-là, c'est l'un des plus complexes. C'est un petit peu sa faiblesse en effet. C'est ce qu'on appelle le VAR, pour Wallet Allocation Rule. Là, l'idée, c'est de dépasser les attentes du client. C'est un outil de mesure de la fidélité plus efficace que le simple taux de satisfaction. Il permettra notamment d'inclure des notions de comparaison avec des concurrents pour savoir vers quels concurrents vous devez porter vos efforts. Ça permet de détecter les axes d'amélioration liés à votre marché, à votre secteur, donc à vos concurrents. Le VAR, ça signifie la loi de répartition du portefeuille. C'est plus communément ce qu'on appelle le portefeuille des ménages. C'est un indicateur qui permet de prendre connaissance de votre place dans les préférences du client et ainsi de faire en sorte d'occuper la première place, si ce n'est pas le cas. Je vous ai mis le calcul du VAR. Donc, comme vous allez le voir, ça va peut-être pouvoir vous rappeler certains mauvais souvenirs de l'école. C'est un calcul qui est assez complexe. Et il y a des livres qui existent là-dessus. Ce que j'ai choisi de faire, c'est plutôt de l'exprimer à l'intérieur d'un tableau pour mieux comprendre, plutôt que dans un calcul qui peut paraître, bon, c'est pas très compliqué finalement, mais d'apparence, ça paraît un peu savant, c'est pas forcément le cas. Ici, on va le voir dans ce tableau. Donc, comment on le lit et comment on l'interprète. Ici, on a deux clients, on a Eric et on a Sonia, qui nous ont mis une note de satisfaction. Et cette note, elle est de 9 pour Eric, elle est de 9 pour Sonia. Chacun nous a mis la même note. Cependant, Eric, il a choisi de mettre comme note à notre concurrent A la note de 9, donc note équivalente à la nôtre, et au concurrent B la note de 10. Ce qui nous place du coup en termes de ranking auprès d'Eric à la place 2,5. Sonia, elle nous a mis 9, et pour le concurrent A, elle a mis 7, et pour le concurrent B, elle a mis 8. Donc par exemple, imaginons on est dans le secteur du running, on a ASICS, on a Nike et on a Reebok. Eh bien Sonia a mis 9 pour ASICS, 7 pour Nike et 8 pour Reebok. Là ici le calcul, c'est que comme on est la marque préférée de Sonia dans notre secteur, elle va avoir plus de propension à dépenser son argent chez nous plutôt que chez Nike ou chez Reebok.
Donc ça inclut vraiment cette notion de déplacement vers la concurrence d'un portefeuille client, et portefeuille au sens monétaire. On va ensuite donc voir le dernier des indicateurs dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, c'est le LIS, c'est le Loyalty Impact Score. C'est l'un des derniers nés, il a été inventé très récemment par la société Erdil, et il permet de mesurer la probabilité d'impact sur la fidélité des clients. C'est un indicateur vraiment pour la qualité de service, et je l'ai résumé dans un petit tableau avec deux axes. Ici, on a l'axe satisfaction plus ou moins, et on a l'axe sur un nombre d'occurrences sur un sujet. Donc ça met à la fois les niveaux de satisfaction et à la fois du textuel, et le nombre de fois que tel sujet, telle thématique est amené. La lecture se fait comme ceci. On va avoir les chantiers prioritaires. Ce sont les sujets abordés le plus souvent par les clients, mais recueillant un fort taux d'insatisfaction. Donc c'est ce que l'on doit faire en premier lieu. On a ensuite ici des signaux faibles. Ce sont des sujets qui sont peu évoqués par les clients, avec un grand degré d'insatisfaction. Mais comme c'est peu évoqué, finalement, c'est moins important d'un point de vue de nos clients, donc ce n'est pas ce que l'on va mettre en priorité. On a ensuite les leviers. Ce sont des thèmes peu évoqués, mais synonymes de haute satisfaction, donc potentiellement, ce sont des choses que l'on peut activer pour aller chercher du business en plus, par exemple. Et puis on aura les chantiers secondaires, qui sont des sujets fréquemment exprimés, mais qui ne sont pas considérés comme décisifs dans un acte d'achat. Donc, comment le lire et l'interpréter? Ici, c'est vraiment un outil qui s'adresse aux directions marketing. C'est un outil plutôt de haut niveau. Ça permet de mieux cibler ses actions, de mieux travailler la satisfaction et de viser une meilleure fidélisation. C'est un indicateur encore assez complexe de mise en place, qui le rend quelque part moins efficient quand on réfléchit les indicateurs sur un angle de la simplicité. Néanmoins, il va pouvoir donner la possibilité aux entreprises de mieux cibler leurs actions pour améliorer la satisfaction et par ricochet, mieux fidéliser. Donc, parmi tout cela, finalement, on peut se demander lequel choisir. Nous, selon notre expérience que l'on a dans ce milieu et dans ce secteur, c'est que certains sont plus ou moins adaptés tout simplement selon votre contexte et selon votre activité. Certains vont nécessiter la mise en place de processus en continu, d'autres peuvent se faire plus ponctuellement. Nous, ce que l'on constate véritablement, c'est que sur l'écoute en continu, le CSAT et le NPS sont vraiment des incontournables. Néanmoins, les autres peuvent être également très utiles, notamment le Customer Effort Score, puisqu'il est aussi tourné vers le client, et en cela, il a une valeur très intéressante. J'ai également prévu donc, de vous montrer quelques exemples de ce à quoi peuvent ressembler des tableaux de bord. Donc là, j'ai ouvert une petite vidéo dans YouTube. Donc on voit par exemple un Net Promoter Score qui va s'exprimer de -100 à +100. Et puis on voit différents indicateurs. Ici, je n'ai pas mis que des indicateurs que l'on a vus, puisque comme indicateur, comme KPI, on peut tout simplement avoir une moyenne sur une information. Donc voilà, on a ce genre de tableaux de bord qui peuvent se mettre en place et qui sont intéressants là-dessus. Alors, Iman me pose la question, à quelle fréquence doit-on le faire annuellement aux 2 ans? Alors, ça dépend du secteur. De faire des enquêtes de satisfaction client tous les 2 ans, c'est nécessairement pas suffisant. De les faire annuellement, ça devient de moins en moins suffisant. On est de plus en plus sur de l'écoute en continu, vraiment très, très, très près de l'interaction du client. C'est ce qui donne vraiment le meilleur impact et la meilleure valeur ajoutée dans ce genre de KPI. Donc voilà, on va maintenant, je vais pouvoir commencer à répondre à toutes vos questions. Alors, je ne vois pas la vidéo, mince, il y a peut-être des gens qui n'ont pas eu accès. De toute façon, je vais vous envoyer un document à la fin du webinaire qui vous permettra, il y aura un clic qui sera possible pour voir un exemple concret de tableau de bord. Donc ça nous permettra d'en voir un petit peu plus là-dessus. Alors oui, visiblement, vous étiez plusieurs à ne pas pouvoir voir la vidéo. J'ai une question donc, de Henri. Vous avez dit que l'on pouvait agir individuellement sur les répondants selon leur réponse à la question NPS. Non, justement, pas sur le NPS, mais n'est-ce pas en contradiction avec les règles d'anonymat? Tout dépend des règles de l'anonymat. Généralement, quand on se fait de la satisfaction client, donc là je parle de client final, on a plutôt tendance à ne pas forcément être sur des enquêtes anonymes. On est plutôt sur des enquêtes qu'on appelle nominatives. Par contre, en satisfaction salariée, là en effet, on est plutôt sur des enquêtes anonymes. Et à ce moment-là, en effet, on ne peut pas réagir sur l'individu directement. On va pouvoir réagir de façon globale. Le NPS, justement, il n'a pas du tout cette vocation d'aller sur de l'individu. Donc c'est plutôt d'autres métriques
qui vont pouvoir nous permettre d'aller là-dessus, comme le FCR, par exemple, le First Contact Resolution, qui lui a une vraie vocation pour les téléopérateurs. Pour les autres, ce n'est pas forcément le cas, et notamment le NPS. Alors, je vous écoute si vous avez d'autres questions. Donc, je l'ai dit en même temps, je pense que j'en ai pas manqué et que j'espère pu répondre à vos différentes questions au fur et à mesure. Alors, je vous laisse quelques secondes, minutes pour les écrire. Donc, on vous enverra également la présentation à tous pour que vous puissiez l'avoir donc plutôt dans un document PDF, ce qui permettra aussi de revoir les éléments. La vidéo va être aussi, du webinaire va être aussi accessible. Donc, s'il y a des éléments que vous souhaitez revoir ou même si vous avez des collaborateurs qui sont intéressés à regarder tout ça, n'hésitez pas non plus à leur transmettre les informations et le lien. C'est toujours intéressant. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je vais en profiter également pour indiquer que demain matin, un de mes collaborateurs, donc Didier Langouette, fera justement un webinaire sur les écoutes en continu. Donc ça peut rebondir sur certaines de vos questions, Iman, avec cette vocation-là de plutôt monter les KPI et les indicateurs pour qu'ils se mettent à jour continuellement. Alors j'ai une autre question. Pour le LIS, comment mesure-t-on le taux d'évocation des sujets? C'est là où il faut évidemment des outils puissants, des outils capables d'analyser du verbatim. En gros, c'est un calcul d'occurrence, où plus une association de mots est indiquée par les personnes ou par vos clients, plus ça va remonter comme étant cité le plus souvent. Et donc, c'est comme cela qu'on va pouvoir arriver à classer des sujets, des thèmes, etc., vis-à-vis de la satisfaction. Donc, c'est en cela où là, il faut des outils. Vous pouvez le faire à la main quand vous avez 50 réponses, mais si vous avez 20 000 ou 50 000 ou 100 000 réponses à une enquête, il faut vraiment des outils qui vous permettent de le faire tout simplement. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Merci Sandrine. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir conclure. S'il y en a d'autres et que vous souhaitez nous joindre, surtout vous n'hésitez pas. Donc on est joignable au 04 32 44 83 40 ou également via le info @vocasa.com. Donc c'est vocaza.com. Donc si vous avez la moindre question, des envies, des projets, n'hésitez surtout pas à nous solliciter pour tout ça. Je vous remercie pour votre attention et puis pour tous les merci, c'est très sympathique. J'espère que ça aura pu vous être utile et vous servir. C'est un webinaire qui sera rejoué d'ici quelques semaines, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous souhaitez. Merci Nathalie, c'est avec plaisir. Merci Iman et j'espère à très bientôt. N'hésitez pas à me solliciter via email, téléphone ou autre, ça sera avec plaisir qu'on pourra vous répondre sur vos projets, sur vos questions, donc n'hésitez vraiment surtout pas. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et puis à très bientôt. Je jouerai un prochain webinaire pour ma part mardi qui va être sur les méthodologies, donc les différents modes de diffusion des questionnaires et des enquêtes, donc sur les différents modes. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire sur notre chaîne Webikeo, il n'y a pas de souci. NPS de 10, Nathalie, merci. Parfait. Bonne journée à tous, à très bientôt.